Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous consacré à la RSE et la transition écologique des entreprises. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues et Émilie Kovacs lundi dans l'émission. Mais à mes côtés aujourd'hui, Nathalie Croiset, bonjour. Bonjour Eva, donc je collabore à Ecopo, un média en ligne dédié à l'économie positive et je suis évidemment très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Smart Impact. Moi aussi Nathalie, au sommaire de cette émission, nous parlerons inclusion sociale avec Jean-Marc Potvin, président de l'association Entourage. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les labels RSE. À quoi servent-ils? Comment faire le tri? Réponse avec nos invités Elisabeth Soublé, cofondatrice de Squeeze et membre du board de Bilab, et Charles-Henri Marnia, qui est fondateur de Positive Workplace. Et enfin, notre bonne idée du jour est celle de Richard Bertoni, créateur de Piccolo, un café sans eau. Il sera sur notre plateau en dernière partie d'émission. On commence cette émission avec notre premier invité, Jean-Marc Potvin, président de l'association Entourage. Bonjour. Oui, bonjour Eva. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous voir à l'occasion du Vendée Globe qui commence le 8 novembre prochain. Vous n'êtes pas navigateur, hein. C'est le navigateur Thomas Ruyant qui prendra le départ à bord d'un voilier nommé Linked Out. Et Link Out, c'est un réseau professionnel spécialisé dans la réinsertion des plus précaires que vous avez lancé avec votre association Entourage. Parlez-nous un peu de ce projet avec le Vendée Globe. Voilà, c'est une opportunité incroyable qui nous a été offerte par une société Advance for Cybersecurity qui avait son bateau tout neuf avec Thomas Ruyant prêt à gagner le Vendée Globe. Et cette société qui s'est engagée aux côtés de Linked Out auprès des exclus. Donc Linked Out, c'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. Donc en fait, on va chercher des personnes qui sont hors réseau pour les réinclure dans l'entreprise. Et du coup, cette société nous a offert son bateau pour le Vendée Globe. Donc c'est un des bateaux qui est potentiellement capable de gagner ce Vendée Globe. Donc il y a une course mythique, quoi, qui est juste un rêve, qui est une aventure humaine et technologique qui est juste incroyable. Et qui a pu avoir lieu, malgré le contexte quand même. Malgré le contexte très compliqué, il y a eu beaucoup de revirements, mais donc c'est une bonne nouvelle. Et donc on va avoir cet homme, Thomas Ruyant, qui va partir se battre contre vents et marées sur un bateau de haute technologie. Et nous, pendant qu'il va faire le tour du monde tout seul, sans escale et sans assistance, en fait, on va en profiter pour faire connaître nos 90 candidats Linked Out, donc de la promotion qu'on est en train d'annoncer là aujourd'hui. Et on va challenger tout le monde en disant, quand Thomas arrive et a bouclé le tour du monde, ces 90 personnes, elles sont en job. Donc en fait, on va appeler les entreprises à rejoindre ce qu'on a appelé la course au changement. Donc en appelant les entrepreneurs à quelque part ouvrir leur chakra, enfin ouvrir leurs portes à nos candidats, en disant il y a une vraie richesse qui va rentrer dans l'entreprise par ces candidats un petit peu avec des parcours hors normes. Vous avez déjà un objectif, 90 candidats. C'est l'objectif à la fin de cette course. Là, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on les prépare, qu'on a rencontré ces candidats, qu'on les a binômés avec des coachs qui sont des coachs bénévoles. Donc il y a 90 coachs bénévoles. Ces candidats sont préparés. On a refait un CV particulier pour chacun d'entre eux. On a développé une plateforme qui s'appelle linkedout.fr sur laquelle on va viraliser ces CV. C'est-à-dire qu'on va appeler le grand public à partager les CV de nos candidats pour quelque part trouver des opportunités. Et donc ça va être une énorme opération où on utilise le sport, quelque part le média sportif, comme une caisse de résonance pour cette cause de l'inclusion de personnes en grande précarité. C'est la première fois que vous utilisez cette manière de faire, le sponsoring ? Alors oui, c'est une grande découverte pour nous. Donc nous, on est une association, et pour véritablement avoir les moyens de communiquer et de parler au grand public, le défi sportif est génial pour ça, parce que tout le monde va vibrer sur cette course, on va suivre un petit peu, puis il y a beaucoup d'émotions dans un Vendée Globe. C'est un exploit humain, hein. Il y a un côté aventure, il y a un côté tech. Donc oui, c'est complètement la première fois, et puis l'opportunité est dingue. Je pense que c'est la première fois dans le monde de la course au large qu'une entreprise efface complètement son nom pour donner le nom de son bateau à une cause. On l'a vu, plusieurs compétiteurs peuvent se battre et porter des causes, mais là c'est carrément le nom du bateau qui porte le message, ce qui est vraiment unique.
Alors ce nom, on a aussi la chance d'avoir l'autorisation et le soutien de LinkedIn, évidemment, parce qu'on joue un petit peu avec leur marque. Oui, vous avez joué un petit peu, vous avez fait un jeu de mots quand même. Et du coup, on a bien sûr une licence d'autorisation de leur part, d'utiliser leur marque, et c'est super chouette d'avoir ce soutien, quoi. Et on pense que du coup, il y a une bonne alchimie pour dynamiser et appeler les entreprises à rejoindre, à jouer le jeu en fait, et à rejoindre la course au changement. Pour rentrer donc un peu plus dans le détail, Linked Out, c'est donc un réseau professionnel pour inclure des gens exclus de l'emploi. Quel type de profil? J'ai vu que c'était principalement des sans domicile fixe, mais pas que. Voilà, donc le projet est né au sein de l'association Entourage. Donc Entourage, c'est un réseau qui connecte les voisins avec et sans-abri. C'est une appli mobile dans laquelle on reconnecte du lien avec les personnes en situation de rue et les personnes SDF. Linked Out est un peu plus large, c'est-à-dire qu'on va taper dans des viviers, entre guillemets, de personnes qui sont globalement exclues du jeu économique ou du jeu de la relation humaine. C'est des histoires de vie très différentes. Ça peut être des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et à 18 ans, quand vous êtes sorti, donc anciennement la DAS, quand à 18 ans on vous donne vos 2 sacs en disant maintenant t'es grand, tu peux voler de tes propres ailes, 40% d'entre eux se retrouvent à la rue. Donc ça peut être des gens qui vont venir d'horizons très divers, des parcours de vie qui ont été cassés par à un moment donné une maladie ou un problème personnel ou des choses comme ça, et puis qui ont et en fait ils ont tous la caractéristique commune, ces personnes de nos promos Linked Out, d'avoir ça maintenant derrière elles et d'avoir envie de s'en sortir. Elles sont motivées, elles ont souvent de l'expérience professionnelle, pas toujours, mais parfois, des talents. Et la grande injustice, c'est qu'elles n'ont pas de réseau. Et aujourd'hui, vous et moi, on a du réseau professionnel, enfin, ne serait-ce que sur LinkedIn, mais pas seulement. Et on se sert de ce réseau dans notre carrière ou dans tous nos choix de vie. Parce qu'en fait, sans réseau, c'est pas possible. C'est le constat que vous avez fait. Ces personnes toutes seules, quelque part, elles n'ont aucune chance ou très peu de chance de trouver simplement avec un CV et Pôle emploi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire au grand public, offrez votre réseau. Donc derrière Linked Out, il y a un concept très simple, c'est que chacun peut agir. C'est que vous et moi, on a un réseau. Je vais offrir ce réseau à une de ces personnes. L'histoire, elle a démarré il y a 2 ans avec Kenny, qui est un homme de 30 ans, que je connais depuis 2-3 ans. Il a des longs épisodes de rue derrière lui parce que, pareil, il est sorti en l'occurrence de l'aide sociale à l'enfance et donc sans réseau. Et il y a près de 2 ans, j'avais refait le CV de Kenny, je l'ai mis sur mon Facebook en disant on va trouver un job pour Kenny. Et le soir même, il y avait 200 partages sur Facebook du CV de Kenny. Je recevais un appel d'une chef d'entreprise qui me demandait est-ce que Kenny pourrait faire tel type de boulot. Et le 11 janvier, donc c'était 22 novembre, là, 11 janvier, il démarrait son premier CDI. Et là, on est quasiment 2 ans après. Kenny est en CDI dans une entreprise aujourd'hui, quoi. Donc, on va regarder, il y a l'exemple de Kenny. On a aussi d'autres chiffres, je crois qu'on va les voir s'afficher. C'est 73% des candidats qui ont retrouvé un job, c'est ça, grâce à Linked Out. Voilà, donc sur notre première promotion, qui était une promotion de test l'an dernier. 120 000 partages sur les réseaux de leur CV et 300 entreprises solidaires. 300 entreprises pour l'instant. Là, vous en attendez aussi. Vous parliez des 90 candidats que vous allez présenter lors de la course. Vous attendez aussi, ça c'est important, de signer peut-être plus encore de partenariats avec des entreprises. Voilà, on pense qu'on va passer, nous on appelle les milliers d'entreprises à rejoindre la course au changement parce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on a testé ce concept de Linked Out l'an dernier qu'effectivement il y avait un vrai retour positif des entreprises prêtes à jouer le jeu. Un vrai retour positif du grand public qui s'est mis à partager les CV, vous avez parlé de ces chiffres. Donc là, maintenant, on veut vraiment démontrer qu'on peut passer à l'échelle. Et donc oui, on appelle les entreprises à jouer le jeu. Et on pense que c'est une grande richesse pour elles. Avec quel type d'entreprise, pardon? Je vous ai coupé. C'est très varié. On a eu à la fois est sur l'entreprise solidaire ou pas que? Non. On cherche des vrais jobs dans des vraies entreprises. C'est pas du tout des systèmes particuliers ou aidés ou des entreprises d'insertion, des choses comme ça. C'est vraiment de donner la chance dans des vraies équipes à des entreprises qui, a priori, se pensent non concernées par l'inclusion. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est au contraire, si vous vous intéressez à ces sujets-là, vous allez voir comme ça dynamise vos équipes, de donner sa chance à une personne qui va venir de nos promotions, comme ça va donner du sens d'une certaine manière collectif à l'impact que votre entreprise peut avoir sur le monde. Donc la finalité de l'entreprise, c'est l'humain.
C'est une image que j'aime beaucoup d'Alexandre Fayeul, qui est le PDG d'Advance, qui nous a offert ce bateau et qui dit « La finance doit être au service de l'entreprise et l'entreprise au service de l'humain et de la planète ». Donc, et c'est le bon ordre de mettre les choses dans cet ordre-là. C'est pas l'humain qui sert l'entreprise, qui sert la finance. Et quand on fait les ça... chefs d'entreprise sont sensibles à ce discours-là. C'est le discours d'un chef d'entreprise. Là, en l'occurrence, Alexandre, il aligne ses actes sur ses paroles avec ce qu'il est en train de faire avec nous. Et on voit que c'est gagnant-gagnant, parce que c'est hyper mobilisateur pour l'entreprise. Ça donne envie aux gens de rejoindre ce genre d'entreprises qui ont du sens, qui pensent à leur impact, qui vont aligner un petit peu ce qu'elles ont au fond de leur trip avec leurs actes. Et vous répondez à une réalité économique aussi, parce qu'il y a quand même près d'un quart, j'ai vu ce chiffre, des SDF qui ont un emploi. Quand même, des gens sont dans la rue, ils ont un emploi. Malheureusement, avec la crise qu'on traverse, on risque d'avoir d'autres personnes dans le même cas. Donc il y a un vrai enjeu derrière tout ça. Oui, il y a une forte proportion de travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture ou qui sont dans des situations de logement indignes. Et d'ailleurs, une proportion non négligeable de ceux-là qui sont en CDI. Sur ce quart dont vous parlez... Donc oui, c'est un vrai sujet de société. Et moi, je suis persuadé intimement qu'un entrepreneur qui développe sa société, il a à cœur d'avoir de l'impact. Au-delà de sa réussite purement business ou financière, les femmes et les hommes qui créent des sociétés aujourd'hui et qui développent ces sociétés, elles ont forcément au fond d'elles-mêmes la volonté d'avoir un impact au-delà de leur simple performance économique. Peut-être encore plus aujourd'hui, vous avez ressenti un impact de la crise aussi là-dessus? Ça, c'est le grand pari. C'est le grand pari qu'on fait, parce que ce qu'on pense, c'est que cette crise, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'on s'est quand même tous réveillés, et les collaborateurs des entreprises qui se sont retrouvés à travailler chez eux à distance depuis les systèmes de vidéoconférence assez déshumanisants, beaucoup se sont dit, mais pourquoi je travaille? Et c'est quoi le sens de ma participation dans cette boîte, et que fait ma boîte là-dessus? Et donc il y a eu un vrai questionnement, je pense, qui a été lié à cette crise du virus, au-delà de voir des proches potentiellement aussi malades, voire mourir. Enfin, donc ça a secoué tout le monde. Et il me semble que on voit la véritable personnalité des hommes et des femmes, mais aussi de la société, dans les épreuves. Et je pense que cette épreuve, elle a dit quelque chose de nous collectivement. Et il me semble que, notamment en tout cas la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, on ne va pas l'engager de la même manière que ma génération, où on se posait beaucoup moins ces questions-là. Et eux sont questionnants sur, très bien, je veux bien travailler pour votre boîte, mais c'est quoi votre impact? C'est quoi le sens que vous donnez? C'est quoi vos externalités, etc. On va s'arrêter. Donc une société qui peut en parler, elle est gagnante, quoi. Merci beaucoup Jean-Marc Vaudevin d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de Linked Out et de votre association Entourage. Merci beaucoup. On passe tout de suite au débat du jour. À quoi sert d'être labellisé RSE? C'est le thème du débat aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous recevons Elisabeth Soublet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Squeeze, des gourdes souples réutilisables que vous avez d'ailleurs juste devant vous. Vous pourrez nous présenter à l'occasion. Et vous êtes membre du board de B-Lab France, qui est une association qui est née l'an dernier pour animer la communauté de toutes les entreprises qui sont certifiées B Corp dans le monde. Donc on va évidemment en parler avec vous. Et Charles-Henri Marnia, bonjour. Vous êtes fondateur de Positive Workplace, un premier label RSE qui accompagne les PME, les startups, les ETI. Il faut en parler aussi en France des ETI pour structurer leur démarche RSE. Alors je me tourne vers vous d'abord, Elisabeth. Comment vous définiriez les atouts d'une labellisation RSE, vous qui êtes B Corp? Est-ce qu'on peut dire que c'est justement appartenir à une communauté qui partage des valeurs communes, puisque vous êtes membre de ce board dont je parlais? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est d'abord une communauté. B Corp, c'est basé sur un outil qui est open source, qui est en ligne gratuit. C'est porté par des associations. Donc, c'est pas une histoire, en fait, de vouloir en fait certifier tout le monde, c'est plus amener les entreprises dans ce chemin de transformation. Et ça passe beaucoup par ce que nous on appelle l'interdépendance. On se questionne, on s'aide, on partage les bonnes pratiques et c'est très riche puisqu'on sait, comme on disait avec Charles-Henri tout à l'heure, on est un petit nombre quand même globalement. Il y a plus ou moins 3500 entreprises certifiées B Corp dans le monde. Oui, c'est ça, sur 70 pays, donc il y a encore du chemin à parcourir, même si c'est celui dont on parle beaucoup, B Corp, on le met beaucoup en valeur. Et vous, Charles-Henri Marnia, qu'est-ce que vous diriez? C'est crédibiliser aussi une démarche oui. Quand on est labellisé? Alors, quand on est labellisé, en fait, c'est, surtout avec le modèle qu'on a
est mis en place, c'est envoyer aussi un message fort à son écosystème. Et donc, l'idée derrière, c'est quand on rentre dans une démarche de labellisation, c'est finalement de questionner tout son écosystème sur quels sont ses propres enjeux RSE et comment finalement arriver à aligner sa stratégie d'entreprise avec ses enjeux RSE. Et ça, c'est un point qui est pour nous qui est très important, c'est qu'on fait effectivement de la stratégie RSE, mais on fait surtout de la stratégie d'entreprise. Parce que l'objectif, clairement, derrière tout ça, c'est d'avoir des entreprises qui vont dans une direction qui soit durable, justement. Le label, le tampon, c'est pas une fin en soi, c'est aussi le chemin parcouru. Absolument, je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus. On a des méthodologies qui sont relativement différentes, où il y a des points communs quand même, heureusement. mais clairement, le label en lui-même n'a pas tellement de sens. C'est surtout la méthodologie et la communauté qu'il peut y avoir derrière qui est intéressante. D'ailleurs, on va en parler aussi. On a pléthore quand même de labels aussi, et peut-être cette difficulté-là, on y arrivera. Mais l'impact, en tout cas, il est nettement positif aussi en termes de chiffre d'affaires. On a des chiffres Goodwill Management qui montrent que globalement, les entreprises qui sont labellisées RSE ont un taux de croissance supérieur aux autres entreprises, 7,6% par an contre 1,6%. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont labellisées ou globalement parce qu'elles ont une démarche RSE, Elisabeth? C'est puisque pour moi, ce sont des entreprises qui sont donc résilientes, qui prennent à cœur en fait ces sujets importants pour la société et l'environnement et qui les mettent au cœur de leur modèle d'affaires. Et c'est à travers ça en fait qu'on reste, que moi je trouve qu'on trouve des meilleurs taux de croissance. Ça se compresse un peu, de plus en plus en grandit. Les très très grandes entreprises qui ont des démarches très fortes de ce qu'on peut appeler RSE, telles que Danone, Unilever, parfois ils ont tendance à avoir des taux de croissance un petit peu plus petits par rapport au marché, surtout les entreprises cotées. Mais là, c'est puisque à ce stade-là, on ne contrôle plus pour le risque. Si on contrôlait pour le risque, ça ne serait pas le cas. Je dirais écologie égale aussi économie, c'est un point qui est important. Et je pense que les entreprises qui rentrent dans une phase de labellisation se sentent aussi prêtes, d'une certaine manière, à montrer qu'elles peuvent leader leur marché. Donc je pense que dans les entreprises, en tout cas, qui nous rejoignent, et c'est peut-être un peu moins notre cas à nous, parce que notre vocation, nous, c'est vraiment d'accompagner. Je peux même citer notre propre raison d'être, puisque c'est quand même, suite à la pacte, c'est quand même un sujet du moment. Nous, c'est accompagner toutes les entreprises avec leurs parties prenantes dans leur transition sociale, sociétale et environnementale. Et donc l'idée, je dirais, de notre label, en tout cas, c'est de pouvoir accompagner aussi bien les leaders du marché comme les plus petites. Et c'est peut-être ça qu'on va apporter, nous, sur ce marché-là. Comment ça marche concrètement? À quel moment les entreprises viennent vous voir? Enfin, à quel niveau elles viennent vous voir? À quel moment elles sont bon, là, je vais me faire labelliser? Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs origines à tout ça. Ça peut venir des employés déjà. Et c'est clairement quelque chose qu'on voit de plus en plus courant. Les employés qui, nous on appelle ça les positiveurs, c'est des gens qui vont dire à leur patron, moi je ne peux plus travailler dans ces conditions-là. Il se trouve que depuis 15-20 ans, le sujet c'était c'était le bien-être au travail. Et aujourd'hui, on revient sur le sujet du sens au travail. Et donc pour moi, un des premiers piliers, c'est ça. Voilà. Alors, Elisabeth l'évoquait tout à l'heure, quand elle parlait du nombre d'entreprises labellisées dans le monde, un peu plus de 3000 dans 70 pays. Il y a seulement 2% des entreprises françaises qui sont labellisées avec un profil particulier, localisé en Île-de-France, une PME de moins de 50 salariés, qui exerce surtout dans le secteur du conseil, de l'ingénierie. Donc on a l'impression, vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie RSE, mais qui ne passent pas le cap d'être labellisées. Alors qu'est-ce qui pêche? Pourquoi pas être labellisées? Moi, je pense que c'est simplement en fait d'y créer une priorité. Et là, ce qu'on voit surtout dans la communauté des B Corp aujourd'hui, c'est l'adhésion des plus grands. On vient de débuter un nouveau programme qui s'appelle B Movement Builders, qui intègre donc les très grandes structures en France telles que Bonduelle, qui savent pertinemment qu'ils ont peut-être 5-10 ans avant eux, avant de pouvoir être labellisés, mais qui sont totalement en fait engagés et veulent vraiment engager déjà avec la communauté et montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pas que des petits. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. Et B Corp, une des particularités, c'est que c'est une référentiel qui répond à tout le monde. Ça change un petit peu par rapport à la taille et le secteur, mais la base reste pareille. C'est peut-être pour ça qu'on le met en valeur, c'est qu'en fait, il y a pléthore aussi de labels. Il y a les généralistes, finalement, on le voit, qui s'adressent à tout le monde. Il y a les sectoriels, qui vont être plus concentrés sur un secteur. Il y a aussi les thématiques, qui réalisent vraiment un focus. Donc, il y a pléthore, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que la solution, c'est pas de trouver un cadre commun? C'est possible, ça, Charles-Henri? Moi, sur cette partie-là, je ne suis pas très à l'aise sur dire il ne faut plus qu'il y ait
qu'un seul label, etc. Enfin, on est dans un monde, entre guillemets, qui est concurrentiel et dans le monde de l'entreprise en général. On parlait de sociétés de services ou de conseils, il y en a des pléthores qui font exactement la même chose, à peu de choses près, hein, au coup de com' près, j'ai envie de dire presque. Mais pourquoi il n'y aurait pas des labels qui correspondent aussi aux besoins de chaque entreprise? Chaque entreprise a des besoins différents. Donc pourquoi on empêcherait d'avoir peut-être pas une pléthore, mais au moins quelques labels identifiés? Je pense qu'on ne se marche pas du tout sur les pieds aujourd'hui. On parlait, j'ai des chiffres, moi, où vous parlez d'entreprises labellisées en France, il n'y en a que 500, quoi. Oui, c'est Tout ça. label confondu, il y a 4 millions de PME en France. On est très loin du compte, quoi. Donc clairement, je dirais, plus il y a d'offres là-dessus, plus il y aura de possibilités. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des activités des entreprises, de combien de temps elles allaient mettre aussi pour être labellisées. Oui. Une entreprise qui, par son activité même, a un impact positif, ce sera peut-être moins de temps. Une entreprise qui était peut-être un peu polluante avant et qui décide aujourd'hui de faire sa transition écologique, ça prendra plus de temps. Ça aussi, c'est intéressant. Une entreprise peut prendre 5, 10 ans, 15 ans avant d'avoir un label... Oui, tout à fait. Ouais. Je reprends le cas de Danone. Ils ont annoncé en 2015 qu'ils voulaient se certifier dans le monde avant 2030. Là, ils viennent de remettre ça à 2025, puisque ça avance bien chez eux. Mais on voit vraiment que c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est pas quelque chose qu'on va juste mettre sur son C'est work in progress dire, aussi, voilà. on apprend au fur et à mesure. On le fait pour le faire, pas pour le créer sur les toits. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui a été dévoilée récemment par le magazine L'Étudiant, c'est que parmi les postes en vogue, il y a le chef de projet labellisation B Corp. Comme quoi, ça veut dire qu'il y a un avenir finalement pour ces labels. Workplace demain. Voilà aussi, mais finalement, il est valorisé. Juste intervenir sur les nouveaux métiers, il y a aussi des nouveaux métiers qui sont en train de sortir aujourd'hui, c'est des responsables climat dans les entreprises. Et c'est un des sujets qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était Jean Covici qui disait, est-ce qu'il faut sortir le climat de la RSE au vu de l'urgence? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un des sujets clés, un des métiers clés des prochaines années. Effectivement, il y aura des responsables climat en plus de responsables RSE ou qui remplaceront les responsables RSE. Un mot, Elisabeth, vous n'avez pas montré votre gourde aussi. Profitez-en parce que c'est aussi... Tout a débuté pour nous avec l'expérience familiale d'avoir 5 enfants et d'avoir une consommation de petits emballages qui fait un peu peur quand on met tout à la poubelle. Et donc, on a créé l'idée de la gourde de compote qu'on peut remplir soi-même et laver. Et réutilisable, parce que souvent, quand il y a de l'aluminium dedans, tout ça, c'est compliqué, et de la nourriture, donc c'est recyclé. Merci en tout cas à tous les deux, Elisabeth Soublé et Charles-Henri Marniade, venus débattre de ce sujet sur les labels RSE, même si finalement, on n'est pas labellisé. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avancer dans une stratégie et vous êtes là aussi en particulier pour les accompagner. Merci beaucoup et on passe à la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Richard Bertoni, fondateur de la société LCDAP et le créateur de Piccolo. Piccolo, c'est un café sans eau, un café de poche qu'on peut aussi emmener partout. Bonjour Richard Bertoni. Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors présentez-nous Piccolo, donc un café sans eau, le premier au monde. Exactement. Piccolo, c'est le premier café de poche au monde à consommer sans eau, sans cafetière et sans source de chaleur. Donc c'est une révolution sur un marché existant évidemment, très compétitif et hyper saturé. Et on a réussi un tour de magie de réduire à une poudre très 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 fine 3 grains de café pour pouvoir les mettre dans sa poche et les emmener avec nous partout où on veut. Mais ça se consomme comment justement? Ça se... parce que évidemment... Attention. Alors, ça va nous révéler. Je laisse faire l'expérience devant nous. Voilà. C'est ça, on ouvre le sachet. Alors, je voulais faire passer par ici. Merci. Oh là là, on est très loin, c'est les distances de sécurité. Merci. Voilà. Alors, il y a 2 versions. Je vous conseille pour le premier, la première dégustation de passer sur la version sucrée, parce que nos papilles connaissent le sucre, ne connaissent pas vraiment le café pur. Donc il suffit de l'ouvrir, je vais le faire en direct. La seule chose, c'est que je ne pourrai pas parler pendant quelques secondes. Ah. Oui, donc ça va être un petit peu embêtant quand même pour l'interview, sinon vous allez perdre du temps dans l'interview. Oui. Il suffit d'ouvrir le sachet donc, très facilement. On garde le sachet dans la main, exactement comme si c'était une petite tasse. Et on le pose sur la langue et on laisse fondre. Pendant combien de temps? 4-5 secondes, ça dépend un peu de tout un chacun. Et vous allez ensuite avoir comme une grande larme de café que vous avez conservée dans la bouche.
Et le retour en bouche est excellent. C'est exactement comme une vraie tasse de café. Et vous allez vous le remarquer un quart d'heure, 1 heure, et sur l'intense, même des fois plus d'1 heure après l'avoir consommé. Le goût est important pour vous. Oui, alors c'est un goût, c'est d'ailleurs très stratégique dans le développement de ce produit. On a cherché quand même un très haut de gamme. Donc c'est un mélange d'Arabica et de Robusta. Et sincèrement, il a un goût très très particulier qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres cafés. Et le retour de nos consommateurs, de nos clients, nous disent la seule partie très décevante de ce produit, c'est qu'ensuite on ne trouve plus un café à ce niveau-là. Aussi bon. Mais alors parlez-nous du constat que vous avez fait. Pourquoi avoir inventé un café sans eau? Il s'adresse à qui, ce café sans eau? Alors il s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, il y a deux focus qu'on a identifiés, la jungle urbaine et la jungle sauvage. Jungle urbaine, ce sont toutes les personnes qui sont dans des situations dans lesquelles elles souhaiteraient prendre un café et que c'est impossible, donc de l'ascenseur, sur son vélo, au travail. Et on imagine le brouhaha de la vie courante et à un moment, on veut faire aussi une petite pause café. Et retrouver ce plaisir-là, un peu comme si on partait en Italie. Et donc, à tout moment, on sort de sa poche le café et on peut le boire en s'isolant, on va dire, dans une bulle de plaisir. Et ça, vous avez fait une étude de marché, parce qu'il y a quand même 8 Français sur 10 qui sont amateurs de café, qui aiment bien boire justement leur petit café avec de l'eau. Donc là, c'est quand même complètement changé. C'est de l'innovation de rupture, là, ce que vous faites. Totalement. Totalement. Le café, effectivement, je crois qu'en France, il y a à peu près 2,5 millions de tasses qui sont bues chaque jour. Au niveau mondial, c'est 2,5 milliards de tasses par jour. Donc, autant vous dire, c'est un marché saturé, enfin hyper concurrentiel, qui intéresse évidemment tous les grands de l'agroalimentaire. Mais nous, on répond, en fin de compte, à une problématique de frustration. Parce qu'on ne cherche pas... Et on ne cherche absolument pas à remplacer le café traditionnel. Chacun trouvera son plaisir chez lui, au bar ou au restaurant. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de fil, de connexion, donc il n'y a pas de cafetière, il n'y a pas de toit pour pouvoir déguster son café, eh bien, on est en pleine frustration. Et là, que ce soit dans les activités outdoor ou dans la jungle urbaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on a la chance d'avoir enfin un produit qui correspond exactement à nos recherches, à nos besoins. On est sur un produit qualitatif en termes de goût. Est-ce qu'il est aussi qualitatif en termes d'impact sur la planète? C'est des produits bio, naturels? Expliquez-nous. Alors, la démarche de l'entreprise en général et du café sans eau en particulier, c'est effectivement une application environnementale et sociétale. Alors pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure votre premier interlocuteur qui est passé, il y a véritablement une volonté actuelle de démarche, alors pour les grands groupes bien sûr, mais aussi pour les TPE ou les start-up un peu comme nous, d'impliquer les hommes autour d'un projet et de protéger au mieux notre environnement. Alors, pour faire simple, nous déjà, dans la rédaction de nos statuts, on a écrit noir sur blanc le fait que notre société imagine, conçoit et commercialise donc des produits naturels, innovants et exclusifs, qui font du bien aux êtres vivants et qui sont bons pour la planète. Donc déjà, c'est une signature qui démontre notre engagement en termes de vision de ce que doit être l'entreprise dans le monde. Deuxièmement, vous voyez, le sachet est tout petit, il est fait de manière mécanisée. En revanche, le coffret dans lequel on le commercialise est fait en carton, évidemment, recyclable. Donc ça peut se recycler, ouais. Il faut le plier. Et on aurait très bien pu le faire avec des machines, ça coûtait forcément moins cher. Mais on a quand même cherché autour de Grenoble, enfin à Grenoble même, puisqu'on est de la région, une entreprise, une association de loi 1901 qui s'appelle Ulysse et qui aide les personnes en difficulté dans leur parcours personnel et professionnel. Et donc on a passé un accord, un partenariat avec eux pour faire plier ces coffrets par ces personnes. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre café sans eau. Maintenant, on va pouvoir le déguster puisqu'on n'aura plus besoin de parler. Dans quelques secondes. Merci beaucoup, Richard Bertoni, d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de l'émission Smart Impact, mais vous retrouverez bien sûr lundi Thomas Hugues et Émilie Kovacs à la présentation de ce rendez-vous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Eva. À très vite. Je vous laisse. J'en ai mis un peu.